Merci Hélène. Chers collègues, ma présentation est un peu différente par rapport aux précédentes, car elle cible des problèmes, peut-être similaires à la présentation d'Hélène. Il y a plus de questions que de réponses. J'essaierai d'être bref. Nous avons beaucoup parlé de la macroéconomie des différents pays. Nous avons étudié le bloc financier hier. Je voudrais justement formuler quelques commentaires suite aux présentations de mes collègues. Donc, je vais brièvement présenter les thèses de ma présentation. Et comme nous n'avons pas pu organiser une discussion hier, j'aimerais quand même qu'on discute. Donc, première thèse, lorsqu'on parle de la démondialisation, terme qui n'est pas clairement défini pour le moment, donc il est utilisé dans différents contextes par différents auteurs, eh bien, l'on comprend que ce processus n'est pas contraire à la mondialisation, il se développe à l'intérieur de cette dernière. Et donc, il y a en quelque sorte, deux flux qui se rejoignent. Les élites des grands États utilisent la démondialisation pour défendre leurs propres intérêts et s'approprier les ressources avec la restructuration économique plus locale, disons, la localisation de l'économie. Et ce processus de décentralisation, on peut le dire, dans le cadre de l'économie mondiale, permet de créer justement les unions régionales. Alors, nous avons parlé de l'Union transatlantique, transpacifique, et ce n'est que le début, je pense. Ce processus remonte aux années 90, mais c'est après l'année 2016 que le processus de démondialisation a pris l'élan avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump et le Brexit, enfin, en tout cas le début du référendum. Donc, de nouveaux projets ont apparu de ce fait. Alors, quelle est ma thèse principale? À ce stade, les collègues ont parlé du développement durable dans plusieurs présentations, Boris Andrei Kolpakov et d'autres. Donc, les ODD sont bien évidemment nobles, aussi belles que le communisme. Certains objectifs sont atteignables dans la deuxième moitié du XXIe siècle, mais de manière générale, ces objectifs ne sont pas réalistes. Alors, l'on saura si c'est bien ou non dans les 30 années à venir. Vivra, verra. Et si vous voyez l'une des couvertures de la revue The Economist, début octobre, donc, je l'ai dit à plusieurs reprises déjà, les processus lancés à l'hiver, printemps 2020 ne sont pas des processus locaux. Nous allons assister à un changement dans les interactions politiques, économiques, financières. On ressent déjà ces changements et évidemment, cela a trait à la démondialisation. En ce qui concerne les dettes, donc les différentes institutions internationales les calculent différemment. Je m'appuie sur le calcul de Washington qui montre que cette année, les titres de créances commerciales devraient dépasser quelques 215 000 milliards. Pour certaines de ces créances, l'on ne pourra jamais récupérer les sommes. Et on voit une forte hausse de son nombre de titres en Chine. Et bien avant, c'est préoccupant. Pourquoi? Parce que visiblement, ce type d'économie de la dette en Chine, formée depuis les années 80, touche un peu à ses limites. Donc, il sera impossible de continuer à assurer la croissance comme au cours de ces dernières décennies. Alors, je pense que là, tout le monde comprend de quoi il s'agit. Comparaison des rythmes de croissance et du PIB. Bon, le PIB est calculé évidemment de différentes façons. J'ai pris la base de l'OMC et l'on voit qu'en 2015-2016,
le PIB est plus élevé que le commerce mondial. Mais c'est assez insolite. On a assisté à des crises, évidemment, avec une forte chute du commerce, mais c'est très rare de voir une croissance économique mondiale avec une baisse du commerce. Alors, cela s'explique en partie par la croissance très active dans les pays émergents, mais cela n'explique pas tout. Donc, l'on assiste désormais à un ralentissement, quoi qu'il en soit. Et question donc elle se pose, aurons-nous des rythmes comparables dans les années 20? Dirigeons-nous vers une récession ou non? Sur cette diapositive, j'en ai parlé en juin, vous voyez la distribution des dettes, des titres, donc les États, les organismes financiers, les ménages, et l'on voit depuis 20 ans, pour le secteur financier, enfin, les titres du secteur financier, en quelque sorte, se reportent sur les États et les ménages. Alors évidemment, situation intenable là aussi. Je pense que nous avons atteint une limite. Nous ne pouvons plus continuer à transférer ces dettes financières sur les ménages et sur l'État, évidemment. Alors, pour le contexte russe, la Russie est en récession depuis le printemps. L'Union européenne entrera en récession au dernier trimestre et la Grande-Bretagne également. Alors, la politique très restrictive des banques centrales, évidemment, a une forte influence là-dessus. Nous avons assisté à une hausse des taux directeurs par le service fédéral américain et la Banque centrale européenne. Alors, évidemment, l'on s'attend à ce que ce ne soit qu'une parenthèse et que la croissance économique revienne l'année prochaine, et c'est possible, mais sera-t-elle durable? Et donc, je pense que l'on risque d'assister à des crises au-delà de l'année 2023. Donc, la dynamique économique à l'avenir est pour l'instant assez peu claire. Alors, plusieurs hypothèses en lien avec cela. Les relations internationales deviennent de plus en plus chaotiques. Les accords, les contrats que l'on avait pu mettre en place au cours de ces dernières décennies, eh bien, ces contrats, ces accords, ces consensus qui fonctionnaient tant bien que mal touchent à leur fin. Et les différents acteurs optent désormais pour des projets transrégionaux, des accords transrégionaux pour défendre les pays qui font partie de ces associations transrégionales et leurs économies. J'aime beaucoup cette image. En règle générale, sur ce type de carte, le centre économique se situe ailleurs, mais à l'avenir, d'ici 2030, il pourrait se déplacer. L'on parle ici de l'Asie russe et l'Europe, par exemple, contrairement à l'Asie russe, risque de se retrouver en périphérie. Bon, évidemment, là aussi, c'est très difficile de prévoir les choses en détail, mais nous comprenons déjà que, certes, en Chine, la croissance a ralenti. Il sera très difficile d'assurer les mêmes taux de croissance puisque la ressource qu'est la force, la main-d'œuvre peu chère s'épuise. Et donc, l'on voit, notamment avec la dernière réunion du G20, l'on voit qu'un nouveau pôle se constitue, la Chine plus sa périphérie.
avec le pont terrestre eurasien et un pôle concurrent, AUKUS, donc les États-Unis, l'Australie, la Grande-Bretagne. Ce pôle essaie d'attirer l'Inde comme contrepoids par rapport à la Chine. Et l'on sait que l'éviction du gouvernement britannique il y a 2 semaines visait justement notamment à défendre les intérêts des États-Unis. Biden posait beaucoup de questions sur sa présence éventuelle au sommet climatique et puis il a pris la décision d'y aller. Alors on sait que chaque bloc défend ses intérêts et l'on voit d'ailleurs que la Grande-Bretagne peut jouer un rôle, par exemple, dans le pôle AUKUS. Mais qu'en est-il de la Russie? Est-ce que la Russie pourra jouer un rôle comme ça? Je vais citer un seul exemple. Pour ce qui est des technologies de pointe, l'aviation notamment, donc il y a 2 pôles sur le marché. Donc Airbus pour le pôle européen, Boeing aux États-Unis, qui ont la part de lion sur le marché. Et si l'on assiste à une différenciation des microzones, qu'en sera-t-il de la Chine? Va-t-elle utiliser ces avions? À 10-15 ans, à l'horizon 10-15 ans, oui, certes, bien sûr, mais l'on envisage la création d'un avion, d'un projet d'aviation Chine-Russie qui pourrait s'assurer une grosse part de marché. Alors, l'on sait par ailleurs qu'avec la baisse des marges, il faut soit assurer une percée technologique, soit se rendre à l'évidence et se dire que pour certaines technologies, on n'aura pas assuré de progrès considérables. Ici, l'on voit que d'ici 2040, l'Inde se classera parmi les principales économies du monde. Et ce n'est pas un hasard puisque l'Inde n'est pas encore complètement industrialisée par rapport à la Chine. Donc, il y a une marge de croissance pour les 20 années à venir. C'est un immense marché pour des biens et des services. Et je pense que le centre économique passera de l'Extrême-Orient vers l'Asie centrale pour ce qui nous intéresse, donc pour ce qui intéresse nos futures relations. Deuxième chose qui a été déjà mentionnée par Jacques, par Hélène et d'autres collègues, nous sommes confrontés à un problème avec les nouvelles devises, la nouvelle monnaie et les nouvelles finances. Je pense que d'ici 2040, la finance changera radicalement. Et d'ailleurs, il le faudra puisque sinon on ne pourra pas assurer des technologies de pointe radicalement nouvelles. Autre problème, l'épuisement de la main-d'œuvre peu chère. L'Afrique demeure un peu creusée, mais avec des problèmes de compétences. Alors, actuellement, la presse parle énormément de la faim en Afrique depuis l'été 2021. C'est une réalité triste et là aussi, l'on voit que il s'agit d'États confrontés à la faim qui sont riches en ressources et c'est là aussi assez paradoxal. Donc, pour ce qui est de l'année 2040, on ne comprend pas tout à fait quel est le projet de la Russie. Si la Russie voit l'image future de ses relations économiques avec les différents acteurs, tout ça reste un peu un mystère pour le moment. Une prévision
publié à la fin des années 80. J'espère que Cameron était pessimiste. Vous la voyez à l'écran, hein. J'espère que Cameron s'est trompé et que les nuages qui s'accumulent sur le futur de la Russie, eh bien, seront chassés d'ici 5-10 ans. Alors, on sait qu'il va falloir de toute façon se mettre à la table des négociations avec l'Europe et avec l'Occident, mais sur la base de nouveaux projets. Je termine là-dessus. J'espère que j'ai pu être bref, très bref. Et maintenant, si le modérateur me le permet, je vais faire quelques remarques. Je passe la parole à mes collègues pour que l'on puisse gagner du temps pour la discussion. Je vous remercie. Mais si vous me permettez, je voudrais faire quelques remarques. J'ai encore 15 minutes normalement. Concise, qui donne l'opportunité de discuter. Donc, j'encourage les questions. Хорошо, тогда я несколько слов скажу, что хотел вчера сказать. Alors, donc, quelques remarques pour suivre un peu la discussion suite aux présentations d'hier. Donc, les présentations de Jacques Sapir sur l'inflation, mon collègue Oleg qui nous a raconté énormément de choses intéressantes. Donc, pour l'inflation, si j'ai bien compris l'idée de Jacques, l'idée conceptuelle, si je renise un tout petit peu, les modèles d'inflation existants la considèrent comme une boîte noire, pour le dire vraiment très, très rapidement. Donc, il y a des facteurs, il y a des effets dans l'inflation, notamment la hausse des prix, mais les mécanismes, c'est bien ce qui m'intéresse, puisque nous les simplifions énormément. Nous parlons d'élasticité ou d'autres fonctions. Mais l'inflation n'est pas un phénomène isolé ici. Et donc, si je comprends bien, Jacques propose que l'on considère l'inflation comme un phénomène isolé qui a ses propres causes et que l'inflation influe à son tour sur le comportement de différents acteurs économiques, les banques centrales notamment, et que l'on assiste à des processus parallèles dans différents secteurs de l'économie qui peuvent interagir. Et donc, la réaction des banques centrales, notamment la hausse des taux directeurs, n'est pas toujours efficace pour certains secteurs. L'effet peut être très inégal puisqu'on assiste à différentes dynamiques. Je ne sais pas si on peut le calculer, évidemment, mais j'apprécierais grandement si Jacques pouvait consacrer un article complet à ce sujet. Il y a beaucoup d'idées intéressantes dans votre présentation et j'aimerais bien que notre revue publie un article plus détaillé. Et pour la présentation de mon collègue Oleg, je crois qu'une idée, c'était ici, l'économie devient de plus en plus hétérogène. Et donc, l'on assiste à un recul de cette universalité des moyens de paiement avec l'apparition de flux locaux. Et puisque ces nouveaux moyens de paiement ne peuvent pas être utilisés par tous, il y a des systèmes de paiement qui se créent, des systèmes locaux aussi. Alors, on l'a vu déjà par le passé, au milieu du 19e siècle aux États-Unis, avant les dollars verts, il y avait des moyens de paiement locaux, par exemple des chèques de transport qui pouvaient aller jusqu'à 1 500 $. Alors, c'est un phénomène qui a été étudié et l'on voit que ce n'est pas forcément une catastrophe, c'est l'économie se développe très rapidement et c'était le cas des États-Unis à l'époque qui assistaient à une industrialisation. Alors, en revanche, quand l'économie commence à stagner, c'est un problème, véritablement. Je crois que Oleg en a parlé, donc les effets systémiques en réseau, de présentations très riches qui donnent matière à réfléchir et dont j'aimerais qu'on discute à la fin de toutes nos présentations. Et un petit commentaire. Piketty, le 5 novembre, dans Le Monde,
Donc, Le Monde avait parlé le 5 novembre de Piketty qui avance ses idées et que la mise en œuvre de ces idées n'est pas possible si l'on ne redistribue pas les richesses. Les inégalités sont telles donc qu'il faut redistribuer les richesses, dit Piketty, pour aider les pauvres. Alors, oui, en effet, je suis d'accord. Les inégalités sont beaucoup trop criantes, mais il y a 3 moyens uniquement de redistribuer les richesses. L'inflation forte, l'inflation qui permet de redistribuer les richesses, pas forcément au profit des pauvres, mais tout de même, avec un effet très intéressant. Je me permets une analogie médicale, il y a beaucoup de métaphores ici au cours du séminaire. Donc, si l'on regarde des films anciens des années 1930, l'on y parle souvent de la syphilis et des moyens de soigner la syphilis. Alors, on provoquait le paludisme qui fait monter la température corporelle et tue ainsi la syphilis si la personne survit, évidemment. Et il en va de même pour l'économie. Si l'économie est capable de tenir, si elle n'est pas trop malade, une forte température la sauvera. Et enfin, l'un de mes collègues a parlé de l'économie des Incas. Alors, on parle là de l'économie pré-industrielle et lorsqu'on décrit ces économies, en général, nous adoptons une vision européenne. Mais il y a une pratique d'études qui montre que en tout cas jusqu'au 19e siècle, les descriptions de ces économies sont un peu engagées, disons, biaisées. L'économie des Incas, elle, a été décrite par les jésuites au XVIe siècle, donc je ne sais pas si on peut s'appuyer sur ces informations. Je vous remercie.